Voilà, alors bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. On est très content de vous accueillir ici à l'hôpital fribourgeois pour discuter un petit peu d'alimentation en 2022. Alors pour commencer, je vais me présenter, puis après je vais vous donner juste deux, trois informations courantes. Alors, moi je m'appelle Aurélien Clerc, je suis donc diététicien ici à l'hôpital de Fribourg et également à Mérier. Je fais aussi un petit peu d'enseignement, je travaille aussi un petit peu en recherche, donc je m'intéresse évidemment beaucoup à l'alimentation. Euh, j'ai conçu cette conférence en commun avec ma collègue Mélanie Berger, qui va donner la partie suisse-allemande donc dans 8 jours, 6 jours, je crois, sur le site de Tavel. Donc si vous voulez aller exercer votre allemand, vous pourrez retourner voilà, sur le site de Tavel. Sinon, des informations, oui. Alors malheureusement, il faut que vous gardiez votre masque durant la conférence. Et puis, il n'est pas tellement prévu qu'on ait un moment d'échange tous ensemble, rapprochés à la fin, pour les causes qu'on connaît que trop bien. Maintenant, l'avantage, donc vous êtes des privilégiés vu que vous êtes ici avec nous, puis vous allez nourrir cette discussion avec moi. Et puis, l'avantage de tout ça, c'est que c'est filmé. Donc, si jamais vous voulez partager ça, revoir ça, l'envoyer à vos proches éventuellement, eh bien, ce sera sur la page Facebook et Instagram de l'hôpital, si je ne me trompe pas. Donc, vous allez pouvoir trouver ça sans autres. Ensuite, information importante, il faut que vous sortiez par les urgences et pas par où vous êtes rentré, parce que je crois que ça ferme à 20 heures. Donc, vu on va pas terminer à 20 heures, il va falloir sortir par la petite porte. Et puis, par rapport aux questions que vous allez me poser, donc j'ai prévu la présentation en 4 séquences. Puis, j'aimerais bien que vous puissiez me poser des questions aussi un peu à mesure, mais on va essayer de cadrer tout ça avec le micro et tout ça à la fin de chaque séquence. Et puis, il y aura aussi évidemment un petit moment à la fin où vous pourrez poser vos questions bien volontiers. Après, c'est clair que les questions, je vais tâcher d'y répondre si c'est pertinent pour tout le monde, si ça concerne que votre propre situation, peut-être que je vous inviterai à en parler à un autre moment si c'est adéquat. Voilà. Et puis, voilà, je crois que j'avais rien de plus à raconter. Donc, on va se lancer directement dans le premier. Je vais vous présenter déjà les 4 sujets qu'on a sélectionnés pour cette présentation de ce soir. On va commencer par l'alimentation cétogène, qui est très à la mode aujourd'hui, notamment pour la perte de poids, mais on va voir qu'elle a ses fondements, qu'elle trouve ses fondements ailleurs. On va un petit peu parler aussi du jeûne intermittent, avec ses déviances aussi pour certaines pathologies. On va parler un petit moment aussi de l'alimentation végétalienne ou de l'alimentation végane, puisque c'est un sujet qui occupe beaucoup l'esprit des gens aujourd'hui, on va dire. Et puis on terminera par l'alimentation et le microbiote. Alors j'espère que c'est un plan qui vous va. Vous n'avez pas tout à fait le choix, mais disons que ça, en principe, ça va regrouper l'ensemble des thématiques qui sont actuelles aujourd'hui. Alors, l'alimentation cétogène, donc cétogène, ça vient des corps cétoniques. Les corps cétoniques, en fait, c'est des substrats énergétiques qui sont produits lorsque notre organisme il se met un peu en jeûne, si vous voulez bien. Ça veut dire lorsque notre tissu adipeux, notre gras, eh bien, il se transforme, il fond, si on veut bien, pour faire de l'énergie. En principe, l'énergie dont notre organisme a besoin tout de suite, qui est disponible pour ce qu'on fait, l'activité physique et tout, c'est le glucose, donc ce qui s'apparente aux glucides, et c'est ce qu'on consomme en principe prioritairement dans notre alimentation. C'est ce qu'on appelle les sucres aussi. Mais cette alimentation cétogène, donc quand on se prive de glucides, eh bien, va produire des corps cétoniques qui vont nourrir nos organes à la place du glucose. Voilà, ça c'était pour la partie un petit peu compliquée. Maintenant, ce qui est moins compliqué, c'est en fait de comprendre que quand on mange sans glucides, eh bien en fait, on est obligé de trouver ces calories ailleurs. Et puis vous voyez ici la partie orange, ce sont donc les lipides, autrement dit les graisses. Ça veut dire que dans cette alimentation, 90% des calories qu'on consomme à peu près vient des graisses, puis il y a une toute petite partie qu'on ne peut pas enlever de glucides, et puis des protéines comme habituellement, comme le recommandent les sociétés savantes. Donc, voilà, comme j'ai dit, cette alimentation cétogène, les calories sont couvertes essentiellement par les graisses, et puis il n'y a pas du tout, ou presque pas du tout de glucides, et puis un apport tout à fait normal en protéines. Voilà, ça c'est pour les principes. Et puis si vous avez déjà entendu, des fois on l'appelle keto diet ou alors diète low carb, c'est aussi assez connu comme appellation. Voilà.
Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme j'ai dit, cette alimentation, elle s'apparente à un jeûne. D'accord? Le jeûne, c'est donc le fait de se priver de calories, de se priver d'alimentation tout court, avec toutes les déclinaisons qu'il peut y avoir. On en parlera juste après. Je vais vous donner ici un exemple concret de ce que c'est une journée d'alimentation en fait d'une diète cétogène. En fait, typiquement, on mange quand même, dans ce qui est donné aujourd'hui, surtout pour la perte de poids, environ 50 grammes de glucides, mais c'est très peu, parce qu'habituellement, on est plutôt à 250-300 grammes de glucides par jour. Donc là, un exemple pour le petit déjeuner, donc des œufs brouillés avec du fromage, du café, puis pour avoir des calories, en fait, on est bien obligé d'enrichir en corps gras, là en l'occurrence de l'huile de coco dans son café. Voilà, c'est pas moi qui ai inventé cet exemple, c'est un truc que j'ai trouvé sur internet, mais je me suis dit, bon, voilà, il y a peut-être des gens qui ont envie de manger comme ça, pourquoi pas. Et puis après, le repas de midi, salade d'endives avec des noix et des avocats qui sont donc deux fruits oléagineux, donc ça veut dire qu'on trouve un tout petit peu de glucides dedans, mais on trouve surtout beaucoup de graisse. Un confit de canard, pour ceux qui ont déjà mangé ça, c'est quelque chose d'assez bien costaud hein, quand même en termes de gras, et puis des haricots verts, et puis en collation aussi des fruits oléagineux comme des noix, des noisettes, des amandes, des pistaches, des choses comme ça, avec du chocolat noir mais avec très peu de sucre, et puis le soir un poisson mariné avec de l'huile parce qu'il faut, voilà, il faut des calories quand même sous cette forme-là, en l'occurrence, et puis une salade tomate mozzarella. Donc déjà, quand on voit une journée comme ça, on peut se dire, bon, si on réfléchit en termes d'éco-responsabilité, on est moyen, hein, c'est une première chose. Et puis en termes de variation, on veut bien se rendre compte que c'est assez compliqué d'avoir une alimentation qui soit très variée avec ça. Voilà. C'est pour vous donner un exemple de ce que ça représente une journée d'alimentation cétogène. Et puis aussi vous dire évidemment que quand on consomme beaucoup de graisse, si on compare, ça c'est la pyramide alimentaire, donc les recommandations de la Société suisse de nutrition qui prévaut aujourd'hui et puis qui est conforme finalement à toutes les sociétés savantes dans le monde par rapport à l'alimentation, eh bien quand on remplit sa pyramide alimentaire et qu'on pratique une alimentation cétogène, voilà à peu près ce que ça donne. Donc un petit déficit en fruits et légumes, parce qu'évidemment, si on n'a pas de fruits, si on n'a pas de glucides, on doit exclure les fruits. En termes de farineux, en fait, on ne va pas du tout en avoir, donc on verra que ça peut causer quelques soucis. Et puis, beaucoup d'aliments protéinés et gras d'origine animale, beaucoup de produits gras, et puis après le reste, voilà, c'est assez standard. Donc, on voit une grosse différence par rapport à ce qui est recommandé par la Société suisse de nutrition, surtout en termes de lipides et en termes de glucides. Voilà. Maintenant, savoir que l'alimentation cétogène, ça vient en fait d'une observation qui a été faite chez les enfants, surtout qui étaient épileptiques, résistants à des traitements conventionnels. Quand on les prive de glucides, en gros, quand on prive leur cerveau de glucose, eh bien, on a observé une nette amélioration de la clinique. Et c'est pour ça, en fait, qu'on s'est dit, si ça marche pour ça, peut-être que ça va marcher pour d'autres choses. On a aussi étudié la diète cétogène dans les sports, et notamment dans les sports d'endurance, avec, de manière subjective, chez certains sportifs, une amélioration des performances, voilà, mais aussi du confort digestif. Parce que vous savez que les sportifs, ils ont assez facilement des troubles digestifs. Quand on fait des sports d'endurance, on connaît ça assez bien. Puis apparemment, il y avait une amélioration de ça, mais encore une fois, une amélioration subjective. Et puis en termes de performance, ce n'est pas quelque chose qui a été mesuré de manière très fiable. Puis après, il faut toujours se poser la question, quand on modifie son alimentation et qu'on perd du poids, est-ce que finalement le bénéfice est dû à la perte de poids ou est-ce qu'il est dû à cette nouvelle manière de s'alimenter? C'est évidemment des choses qui sont très difficiles à mesurer. Et puis, encore une fois, vu qu'on doit se restreindre beaucoup quand on pratique cette alimentation cétogène, eh bien, on s'est aussi dit, est-ce que ça marche bien pour perdre du poids? Donc, est-ce que dans le domaine de l'obésité, c'est quelque chose qui est prometteur? Et pour le diabète aussi. Donc, on a fait des études là-dessus avec jamais des résultats qui étaient très concluants. Puis, encore une fois, on va le voir, des questions qu'on doit se poser sur pourquoi est-ce que ça marche, en quoi est-ce que ça marche, et puis est-ce que c'est vraiment fiable. On a même testé en fait cette pratique en oncologie parce que c'est quelque chose d'assez populaire d'arrêter de manger du sucre quand on est atteint d'un cancer en prétendant en fait que la tumeur se nourrit de sucre. Alors évidemment c'est un peu plus compliqué que ça, mais encore une fois c'est intéressant de savoir qu'on a étudié cette alimentation aussi dans ce domaine-là, mais également sans succès.
Alors, désolé pour la qualité de l'image qui n'est pas géniale. Là, je vais vous expliquer assez rapidement, j'espère. Enfin, je ne veux pas prendre trop de temps pour ça. Mais qu'est-ce que ça fait d'avoir cette alimentation cétogène? Quels sont les effets sur notre santé? Alors, pour commencer, ce qu'on a constaté, c'est que les gens ils perdaient du poids, mais ils perdent de la masse grasse. Bien sûr, il y a un déficit de calories, mais ils perdent aussi de la masse maigre, ça veut dire des muscles. Donc, il y a une perte de poids. Encore une fois, est-ce que ce ne serait pas dû au fait qu'on doit se restreindre et puis qu'on n'a plus le droit de manger de fruits, qu'on n'a plus le droit de manger de pain, de légumineuses, etc. Ça limite quand même pas mal nos possibilités, donc il y a cette perte de poids. Après, il y a aussi une amélioration des paramètres du sang, donc plus de bon cholestérol, moins de mauvais cholestérol, enfin une amélioration de ce qu'on va appeler les lipidémies. Voilà, c'est un avantage qui peut être observé, avec également pour les diabétiques une amélioration des glycémies, de la moyenne du sucre dans le sang, chez certains patients une diminution des médicaments antidiabétiques, et puis également un meilleur profil de glycémie. Alors s'il y a des diabétiques dans la salle, ils savent que tout d'un coup, quand on est diabétique, la glycémie, elle monte en flèche comme ça, et puis avec cette alimentation-là, très riche en graisses et sans glucides, eh bien, on a aussi observé ça. Autre chose sur la tension artérielle également. Et puis le seul effet négatif, on va dire, c'est qu'on a observé quand même parfois une inflammation au niveau de l'inflammation hépatique, ça veut dire une inflammation du foie, qui a beaucoup de travail parce que c'est lui qui doit transformer la graisse de notre organisme en corps cétonique. Et puis quand on mange beaucoup de graisse, évidemment, ce n'est pas très physiologique. Donc on peut observer ce qu'on appelle une stéatose hépatique. C'est un foie gras, un début de foie gras en gros. Maintenant, la grande question qu'il faut se poser quand il y a tout ça, c'est est-ce que c'est dû au régime ou est-ce que c'est dû à la perte de poids? Et ça, évidemment qu'au niveau scientifique, on a énormément de peine à le mesurer. Voilà. Quand on arrête de manger des glucides, on arrête aussi évidemment on arrête de manger toutes les sortes de sucre. Mais vous savez que le sucre, ça peut être le sucre des pâtes, le sucre du pain, ça peut être le sucre des fruits, le sucre des produits laitiers, etc. Donc on arrête de consommer toute une série d'aliments et on arrête aussi de consommer ce qu'on va appeler du mauvais sucre. Alors je me suis dit, c'est intéressant quand même de savoir que quand on parle de mauvais sucre, on parle de sucre libre. Et puis ça, c'est intéressant de savoir que ce sucre-là, il est évidemment de mauvaise qualité. Donc quand on suit cette diète cétogène et qu'on arrête de manger ces sucres de mauvaise qualité, eh bien on peut aussi avoir évidemment des bénéfices de santé. Mais est-ce que c'est indispensable d'arrêter complètement de manger ces sucres, les sucres tout court et ces sucres-là? C'est pas vraiment certain. Ici, vous avez une journée, nous on aime bien faire ça, les diététiciens, diététiciennes, on aime bien faire des exemples dans la vie concrète de ce que ça implique. Puis du coup, je me suis aussi dit que ça pouvait être utile pour vous. Donc le matin, le petit déjeuner traditionnel avec des tartines, un jus d'orange, un café sucré. À midi, une salade avec poulet, riz, carottes et du chocolat en dessert. Un yogourt pour les 4 heures. Et puis le soir, un peu aussi très fribourgeois, du fromage avec des pommes de terre, une petite salade, une banane et puis des biscuits le soir. Alors, dans une journée comme ça, est-ce que vous avez l'impression qu'on trouve beaucoup de sucre problématique? Non. Alors, bien sûr, si je vous ai posé cette question, c'est parce que la réponse c'est oui, il y a beaucoup de sucre problématique, et je vais vous montrer où est-ce qu'on trouve ces sucres. Alors déjà, pour commencer, vous allez voir qu'il y a des sucres qui ne posent pas de problème, donc ça veut dire le sucre du pain, ou le sucre du riz par exemple, ou le sucre des pommes de terre, ou le sucre des fruits qu'on va trouver dans la banane, en l'occurrence, il ne va pas tellement poser de problème. Maintenant, le sucre qui pose problème, c'est le sucre blanc, c'est le sucre ajouté, le sucre raffiné, qu'on va trouver par exemple dans la confiture, dans le café quand on ajoute, dans le chocolat, dans un yogourt ou dans des biscuits, ça c'est assez classique. Mais au final, le sucre de l'orange, même si c'est du sucre naturel, du sucre du fruit, le fait qu'on ait beaucoup transformé cet aliment, ça veut dire en fait qu'on ait un peu cassé cette matrice alimentaire, peut-être il y en a certains à qui ça parle, eh bien en fait ça devient ce sucre qu'on n'aime pas, c'est du sucre libre, d'accord? Et ce sucre libre, c'est un sucre relativement problématique, c'est celui qui nous embête le plus, c'est là quand on parle de problématique. Puis quand vous voyez les quantités de carrés de sucre auxquelles ça correspond, est-ce que vous savez combien on est censé manger d'équivalent de carrés de sucre par jour, de pas trop dépasser? Une idée? En carrés de sucre? 2? Ouais,
on est plus sympa quand même. Entre 5 et 10, ça correspond à peu près à cette quantité-là. Mais vous voyez ici que, en fait, dans un jus d'orange, vous avez déjà à peu près, de 2 décis et demi, je crois, ça fait, vous avez déjà à peu près la quantité totale. Ce qu'on sait aussi un peu moins, dans un yogourt, vous avez l'équivalent de 4 carrés de sucre ajoutés. Hein, donc là, il n'y a pas les sucres du lait qui sont comptés. Donc, dans un aliment qui est très consommé chez nous et perçu peut-être comme quelque chose d'assez sain, on voit qu'il y a déjà de très grandes quantités de sucre. Et donc, du coup, vous arrivez à un total ici de 16 carrés dans une journée, et c'est presque, on va dire, c'est 2 à 3 fois les quantités qui sont recommandées. Voilà. Donc, si avoir une alimentation cétogène, c'est finalement se passer de ce sucre-là, bien sûr qu'il y a des bénéfices pour notre santé. Maintenant, évidemment, si c'est se passer de tous les sucres, c'est assez probable qu'il y ait beaucoup moins de bénéfices. En résumé ici, donc les avantages, ce qu'on observe, c'est que les gens ils perdent du poids rapidement. J'ai envie de dire, quand on doit se priver de tout ça, évidemment qu'on va certainement perdre du poids. L'amélioration des glycémies, je pense qu'elle est clairement due au fait qu'il n'y a pas de consommation de glucides. Évidemment qu'on souvent on perd du poids, donc on améliore ses glycémies comme ça par rapport. Donc ça prévaut surtout pour les personnes diabétiques. Une réduction du sucre libre, ça c'est un grand avantage évidemment. Quelque chose qui est prouvé chez les épileptiques, c'est cette diminution du risque des crises d'épilepsie. Et puis une éventuelle meilleure performance subjective chez les sportifs d'endurance. Après, les inconvénients, quand même, c'est très restrictif. On est carencé en fibres, puisqu'on ne va pas consommer de céréales complètes, on ne va pas consommer de légumineuses, donc ça, on ne va pas consommer de fruits, donc ça, c'est des importants fournisseurs de fibres. Dans la même mesure, en fait, vu qu'on n'a pas ces aliments-là, on peut aussi avoir une carence en vitamines et en sels minéraux si on ne se supplémente pas. Si on n'a pas de sucre, on peut être aussi fatigué parce que ce n'est pas la même chose que de tourner, de carburer au corps cétonique qu'au sucre, par exemple. Les maux de tête qui sont dus en fait au corps cétonique en eux-mêmes. Et puis après, si on mange mal, si on mange que des mauvaises graisses, une augmentation du risque cardiovasculaire. On développe aussi toute une série de choses pas très sympas qui sont évoquées juste ici, et notamment ce qu'on peut appeler une précirrhose ou un foie gras, une stéatose hépatique. Donc, ce qu'on résume ici, c'est qu'une diète cétogène, même si c'est très populaire pour perdre du poids, ça doit se faire uniquement sous surveillance médicale. Les effets secondaires, comme on l'a dit, c'est pas négligeable. Puis après, on ne doit pas oublier, je pense que c'est une bonne introduction pour cette conférence, que n'importe quel mode alimentaire qu'on ne peut pas suivre à vie, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé, c'est vraiment quelque chose qu'on doit éviter, parce que cette adhésion stricte sur le long terme, elle est très compliquée. Et quand on voit les enfants épileptiques qu'on doit faire manger de cette manière-là, je peux vous dire qu'ils ont énormément de frustration alimentaire et c'est vraiment pas facile à gérer. Voilà, je crois que c'était ma dernière slide là-dessus. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette alimentation cétogène? Ouais, alors il faut juste attendre le micro. Monsieur d'abord. Il était là, le monsieur. Avec l'ordinateur. Il prend des notes ou il me filme, je sais pas. Je prends des notes, le film c'est déjà fait. Je voulais savoir s'il y avait quand même eu des résultats ou s'il y avait des études qui avaient prouvé le bénéfice de ce régime cétogène, parce qu'on l'a tellement mis en avant, on l'a tellement vu avec des pertes de poids incroyables. Est-ce qu'il y a vraiment eu des études et est-ce qu'il y a eu des résultats ou pas? Alors, c'est-à-dire que quand on parle d'études, je pense que c'est une bonne question, hein, mais quand on parle d'études, évidemment, il y a des études sur 3 personnes, par exemple, où la personne raconte qu'elle a perdu du poids, puis on dit c'est super, puis qu'elle a amélioré, elle a eu des bénéfices sur le long terme. Et puis après, il y a les études d'envergure avec beaucoup de personnes impliquées dedans, avec une méthodologie stricte. Et là, il n'y a jamais rien eu qui a été fait de conséquent sur aucun des phénomènes que j'ai évoqués, uniquement sur les crises d'épilepsie, comme j'ai dit juste avant. Et puis il y avait madame qui avait une question devant aussi. Quand vous parlez du jus d'orange, oui. C'est le jus d'orange qu'on presse nous-mêmes ou c'est en bouteille? Parce que je sais qu'il y a une différence là. Alors c'est une bonne question. Et en fait, comme j'ai expliqué juste avant, quand vous prenez un fruit, en fait c'est bon pour la santé parce que c'est un complexe entre du fructose, des sels minéraux, des vitamines, des antioxydants, des fibres, de l'eau, tout ça qui est mélangé ensemble, qui forme cette sorte de conglomérat, ce qu'on appelle une matrice nutritionnelle. Et après, quand vous déstructurez ça, eh bien en fait, vous n'avez plus ces bénéfices qui sont les mêmes. Du sucre blanc, à la base, chez nous, c'est quoi? De la betterave.
Puis la betterave, on ne peut pas dire qu'une betterave, ce soit mauvais pour la santé, d'accord? Par contre, le sucre qui en découle, oui, d'accord? Donc c'est cette logique-là, donc là c'est poussé à l'extrême. C'est la même chose que de dire, un cornflakes, c'est plus du maïs. Du cornflakes, c'est plus comme du coca que finalement comme la céréale de base. D'accord? Donc c'est vraiment le fait de dénaturer ça. Quand vous faites un jus de fruits, en fait, vous enlevez les fibres, vous cassez la pulpe, vous enlevez tout ça. Et c'est la raison pour laquelle, quelle que soit la méthode de fabrication d'un jus d'orange, qu'elle soit maison, industrielle, c'est moins bien que manger un fruit. D'accord? Ok, merci. Voilà. Merci à vous. Puis encore une question derrière, la dame là. Il y a aussi des régimes low carb donc, qui sont hyper protéinés. Oui. Donc finalement, ça, c'est moins problématique parce qu'il n'y a pas de perte de masse grasse et puis il n'y a pas ce problème de stéatose hépatique ou bien... Alors en fait, on peut avoir une stéatose hépatique de la même manière. Le régime low carb, la seule différence, c'est qu'il autorise une certaine quantité de glucides. Après, les résultats sur le long terme, ils ne sont pas très bons non plus. D'accord. Alors après, je ne me suis pas penché sur le sujet parce que quand on dit low, ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut juste dire peu en fait. Ouais. Puis il y a beaucoup d'incartades. Et quand vous voulez faire des études d'intervention où vous faites manger aux gens d'une manière très stricte, c'est très difficile de savoir s'ils l'ont respecté ou pas. Après, voilà, moi j'ai un aspect plutôt scientifique, terrien, comme ça, qui dit ça ne fonctionne pas sur le long terme. Maintenant, effectivement, quand on mange plus de protéines, trop de protéines, on peut avoir aussi d'autres problèmes de santé liés à ça. C'est-à-dire... C'est-à-dire, par exemple, des insuffisances rénales. Ce n'est pas quelque chose qui est très commun, mais quand on voit typiquement manger 3 ou 4 fois la quantité de protéines qui est recommandée, c'est quand même quelque chose qui n'a pas peu de conséquences, qui peut en avoir en tous les cas. Et après, le bénéfice sur le long terme, eh ben, il est très difficile à mesurer et il est assez peu probable. Maintenant, si on est en bonne santé et puis que c'est un mode alimentaire qui nous convient très bien et puis qu'on n'a pas de carence, pourquoi pas? Pourquoi pas? Encore une fois. Mais en tout cas, ça ne rentre pas du tout dans les clous d'une alimentation équilibrée qui fournit tous les sels minéraux, toutes les vitamines et tout ce qui s'ensuit. Ça joue? Puis il y a encore une dame derrière. Puis après, on passera à la séquence d'après, mais la dame derrière avec les... Ouais. Ok. Moi, j'avais deux questions. La première, c'est désavantage, la fatigue, les maux de tête, etc. Ne sont pas dus au sévrage du sucre. Et si on continue, ça disparaît. Alors en tout cas, les maux de tête, c'est vraiment dû à la production de corps cétonique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est démontré. Et puis la fatigue, l'irritabilité, oui, évidemment, quand vous donnez du coca à un enfant, vous vous rendez bien compte qu'il a une énergie qu'il n'avait pas avant. Donc le fait de se sevrer, peut-être qu'on peut observer ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui va forcément durer. Ok. Et la deuxième chose, c'est, j'ai vu ça aussi, cette diète cétogène, ponctuellement utilisée quand on a un plateau dans la perte de poids ou quand on a une difficulté à engager une perte de poids, quand on est... ça ne peut pas être utilisé ponctuellement comme Une perte de poids rapide va induire souvent une perte de masse musculaire supérieure à la masse grasse qu'on va perdre. Donc en fait, une perte de poids rapide, elle est de toute façon à éviter, clairement. Et puis après, comme j'ai dit avant, quand on exclut toute une série d'aliments de son alimentation, c'est évident qu'on va se restreindre et qu'on va perdre du poids. Et le fait de se restreindre, de perdre du poids, ça peut provoquer des troubles du comportement alimentaire qui ne sont pas très sympas sur le long terme. Et à ce moment-là, ce qui est incriminé, ce n'est pas la personne qui a des troubles du comportement alimentaire, c'est la méthode qui est utilisée. Puis la diète cétogène ou le régime d'un camp, ou quel que soit du camp, pas d'un camp, pardon, quels que soient ces régimes, au fond, ou Weight Watchers simplement, sont des régimes qui sont destinés à faire perdre du poids rapidement, et qui ont finalement des bénéfices sur le long terme qui sont vraiment nuls, voire qui sont négatifs. Ça marche? Voilà, merci pour ces questions, c'est des bonnes questions. J'espère que... voilà, il faudra que j'accélère un peu, sinon on va dépasser un peu le temps. On va parler maintenant du jeûne intermittent. On a parlé du jeûne avant par rapport au corps cétonique. Là, on va parler du jeûne intermittent. C'est aussi quelque chose qui est très répandu pour essayer de perdre du poids. Donc déjà, le jeûne, d'où est-ce qu'il vient? Qu'il soit intermittent ou continu, souvent, ça prend ses origines au niveau religieux. Peut-être celui qui est le plus connu,
c'est le ramadan dans l'islam. Et puis chez nous, on a aussi un jeûne dans le catholicisme qui s'appelle le carême, qui sont finalement destinés à une sorte d'épuration ou de purification. Souvent, il y a plusieurs choses qui sont liées à ce jeûne. Il y a donc des règles diététiques bien souvent. Ça peut être uniquement faire un mois sec, comme on dit, donc ça veut dire se priver d'alcool pendant tout un mois. Ça peut être aussi exclusif ou pas exclusif. Ça peut être d'une plus ou moins longue durée. Puis il y a souvent un comportement physique qui est adapté aussi à ça. Donc on se met aussi au repos, on arrête de turbiner dans tous les sens. Et puis surtout une activité mentale, que ce soit de la prière ou de la méditation, qu'on observe souvent dans des stages de jeûne par exemple. Et puis le principe, c'est justement que la cellule, en fait une cellule saine, quand on la prive d'aliments, elle va fonctionner avec ses propres nutriments, si j'ose dire. Donc l'idée, c'est qu'il y ait une sorte de nettoyage qui apporte un bénéfice. Maintenant, dans le jeûne intermittent, vous avez deux qui sont les plus répandus. C'est le jeûne 5-2, ça veut dire pendant 5 jours, on mange ce qu'on veut, puis pendant 2 jours, on mange très peu ou on ne mange pas. Et puis l'autre rythme, c'est le rythme 16-8, qui consiste à ne rien manger pendant 16 heures de la journée et manger pendant 8 heures, manger pendant des heures qui sont autorisées à manger. Maintenant, la question, encore une fois, qu'on doit se poser, c'est, pour les gens qui en ressentent un bénéfice, d'où vient ce bénéfice? Est-ce que c'est, quand on pratique un jeûne, un séjour de jeûne ou comme ça, est-ce que c'est le fait de méditer et puis de se poser un moment qui a fait qu'on se sent bien, ou est-ce que c'est vraiment le fait de priver son corps d'alimentation? Eh bien, je pense que c'est une question qui est assez difficile à répondre. Le jeûne intermittent ou le jeûne tout court, il est, on va dire, beaucoup étudié en oncologie. Ça veut dire que, notamment pour les cancers du sein, on a observé que les femmes qui jeûnaient pendant la chimiothérapie, avant la chimiothérapie, avaient en fait une meilleure tolérance, on va dire, à la chimiothérapie, et puis même finalement des meilleurs résultats, une meilleure réponse à la chimiothérapie. Donc, la théorie là derrière, c'est que vu que, comme je vous ai dit, la cellule saine, elle est capable, en fait, on appelle ça de l'autophagie, donc elle est capable, si vous voulez bien, de se nourrir en elle-même, elle se met un peu en isolation, puis l'image qu'on doit avoir, c'est qu'elle met une sorte de bouclier, donc elle est protégée des chimiothérapies, des substances toxiques de la chimiothérapie, ce que la cellule cancéreuse n'est pas capable de faire. Une cellule cancéreuse, c'est une cellule, on va dire, qui est anarchique. Ça veut dire qu'elle ne va pas répondre au système d'une cellule normale, qu'on appelle l'homéostasie, et simplement, elle ne va pas être capable de fonctionner par elle-même, donc elle va se détruire, elle va être détruite par la chimiothérapie encore plus vite. Encore une fois, c'est une théorie, d'accord, et ce n'est pas quelque chose qui a été facile à démontrer, notamment parce que faire un jeûne quand on est en chimiothérapie, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'en fait, il y a plein de raisons qui font qu'on mange. Même quand on est malade, on va quand même manger. Donc se priver d'alimentation tout court, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Donc ça rend, encore une fois, quand on parlait des études scientifiques, ça rend ces études très compliquées à analyser et à mener, surtout parce qu'il y a énormément de problématiques à les mener jusqu'au bout. Voilà. Ça, c'était pour vous donner quelques indications. Mais c'est vrai que c'est quand même un domaine au niveau oncologique qui est étudié, qui pourrait apporter certains bénéfices. Maintenant, on doit quand même se rendre compte, donc on l'a mis ici en italique, pas pour rien, que c'est vraiment à prendre avec des pincettes, c'est pour certaines patientes, pour certaines chimiothérapies, pour certains types de cancers également. Par contre, quand on parle de jeûne intermittent, c'est vrai qu'on peut observer un soutien à la perte de poids si et seulement si on a une alimentation qui est équilibrée et une activité physique régulière. Alors vous allez me dire, c'est clair que si vous mangez pendant 8 heures que des sneakers, c'est assez peu probable que vous perdiez du poids. Ça, je crois qu'il n'y avait pas besoin de faire les études que j'ai faites pour le dire. Les inconvénients qu'on a par contre, c'est que si on fait un régime 5-2, il n'y a pas d'autophagie, bon voilà, il fallait quand même le noter. Et puis, ce n'est pas compatible avec certains médicaments, notamment les médicaments antidiabétiques. Ce n'est pas compatible avec une insuffisance hépatique, puisqu'on doit avoir un apport en protéines vraiment régulier. Ce n'est pas compatible lors d'une grossesse. Et puis surtout, est-ce que ça n'entamerait pas un peu, est-ce que ça péjorerait pas un peu le comportement alimentaire? De se dire, pendant 16 heures, je n'ai rien le droit de manger,
et puis à partir de, je sais pas, 18h ou 20h, c'est open bar, eh bien, il y a probablement quand même cette idée de compulsion alimentaire réglementée par un régime qui doit vraiment être considérée quand on fait un régime comme ça. C'est pour ça que, au cas par cas, ça peut être intéressant, mais n'empêche que c'est certainement pas indiqué pour tout le monde. Voilà ce que j'avais à dire. Et puis, pour résumer, comme on l'a dit, donc, si on n'est pas malnutri à la base, pour les certaines chimiothérapies, c'est OK. Mais comme toute restriction calorique, ça peut être une aide à la perte de poids. Maintenant, est-ce que c'est compatible avec un mode alimentaire sur la durée? Grand point d'interrogation. Est-ce que socialement, c'est pas hyper compliqué à mettre en place? Moi, je trouve que oui. Et puis, ben, justement, comme j'ai dit, ces histoires de comportement alimentaire, elles sont vraiment à mettre dans la balance. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je crois que j'ai fini pour celle-là. Ah oui, ça, ce que je voulais dire, c'est que le jeûne intermittent, c'était l'exemple des sneakers. Hein. Ça se soustrait pas d'avoir une alimentation équilibrée, comme le recommande la Société suisse de nutrition. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Alors, on entend pas mal parler du jeûne intermittent dans le cadre d'une activité sportive d'endurance à relativement haut niveau, avec des sportifs d'élite qui suivent un régime intermittent, entre autres lors des journées d'entraînement intensives et prolongées, qui font le jeûne cette journée-là, en mettant en avant le fait que ça améliorerait la capacité du corps à puiser dans les réserves lors des compétitions et des grandes dates. Est-ce qu'il y a des études sur le sujet ou il y a quelque chose qui démontre ce phénomène ou... Alors, moi, je ne suis pas expert en alimentation du sport, donc je ne vais pas me prononcer très longtemps, mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, quelqu'un qui est très entraîné, il va avoir une capacité largement supérieure à aller puiser dans les graisses très rapidement, contrairement à ce qu'on a dit pendant longtemps. On a dit l'énergie disponible tout de suite, c'est le sucre, c'est les glucides, et puis ensuite, c'est les graisses au bout d'une demi-heure ou comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on est vraiment bien entraîné, tout de suite, on va aller puiser dans les graisses. Donc, est-ce qu'il y a une habituation du corps à ça? Franchement, moi, j'ai jamais vu d'études concluantes là-dessus, mais on va poser la question à ma collègue qui est spécialisée là-dedans, puis je te répondrai volontiers. Ouais, il y avait la dame, madame qui a une question devant aussi. Et puis, ah, monsieur était avant, je crois, mais ouais, allez-y. Oui. J'ai vu que quand on fait un jeûne, en général, on perd assez vite du poids et peut-être même pas mal. Et puis, je voulais savoir si ce poids, enfin, si le corps réagit à cette perte de poids qui est quand même assez conséquente. Alors, comme je l'ai dit, comme toute restriction calorique, ça peut entraîner une perte de poids qui peut être intéressante, évidemment. Maintenant, je pense qu'il y a un phénomène aussi où peut-être quand on arrête de manger à certaines heures, on a plus conscience de quand est-ce qu'on a faim, quand est-ce qu'on n'a pas faim, quand est-ce qu'on a assez mangé, pas assez mangé. Et cette écoute des sensations alimentaires, c'est probablement un bénéfice si on l'utilise bien comme il faut. D'accord? Maintenant, j'ai oublié un peu la suite de votre question, mais tout ça pour dire que est-ce que finalement les gens qui pratiquent cette alimentation pendant un certain temps et s'ils arrêtent, est-ce qu'ils maintiennent leur perte de poids? Ben oui, si et seulement si, ils continuent à manger moins qu'ils mangeaient avant. Donc après, il y a plein de raisons, hein, il y a plein de moyens de manger moins. Comme j'ai dit, pour moi, la meilleure manière, c'est un, de manger équilibré, puis deux, de respecter ses sensations alimentaires. Il y avait madame qui avait encore une question devant. Mais avec ce jeûne intermittent, est-ce qu'il n'y a pas aussi une grosse perte de masse musculaire ou bien? C'est la même chose. Si on perd du poids vite et en ayant une activité physique relativement limitée, on va perdre beaucoup de masse musculaire. Puis évidemment, plus on est âgé, plus on perd vite la masse musculaire et puis on a de la peine à la reprendre. Hein. Donc ça, c'est des conséquences qui ne sont pas négatives, qui sont pas négligeables non plus. Encore une fois, il y a des gens pour lesquels c'est une alimentation qui est tout à fait naturelle. Il y a plein de gens qui n'ont pas faim le matin, qui n'ont pas très faim dans la journée, qui se disent, ben moi, si je commence à avoir faim à 14 heures, je mange quelque chose à 14 heures, quelque chose à 20 heures, et puis ben, en fait, ça fait un jeûne intermittent en théorie. Donc si ça peut réguler ou si ça peut remettre en paix certaines personnes qui se forcent à manger au déjeuner alors qu'elles n'avaient pas faim, pourquoi pas? Ce n'est pas complètement incompatible avec un mode de vie sain, j'ai envie de dire, mais en tous les cas, la perte de poids rapide, c'est toujours une perte de masse musculaire avant tout. Merci. Je vous en prie. Alors, on va passer à la suite, on va passer à l'alimentation végétalienne, l'alimentation végane.
Donc comme vous savez, l'alimentation végane, c'est le fait de ne pas consommer d'aliments d'origine animale du tout. Je vais quand même parler d'abord un peu des raisons pour lesquelles on peut devenir vegan, ensuite les bénéfices et les risques, puis surtout quelles sont les stratégies pour éviter les carences de cette alimentation-là. Alors pourquoi est-ce qu'on devient vegan? On va dire qu'il y a 3 raisons principales qui poussent les véganes à le devenir, à arrêter de consommer des animaux. La première raison, et c'est probablement la plus répandue, c'est l'éthique. Ça veut dire c'est suite à des scandales alimentaires pour éviter la souffrance animale, les antispécistes ou des choses comme ça qui considèrent effectivement que cette souffrance animale, elle n'est pas acceptable. Et puis pour des raisons philosophiques et morales, vont avoir un mode de vie qui est axé sur le refus de la souffrance animale. Et puis le régime, c'est juste une conséquence. Et c'est plutôt des gens qui vont être focalisés sur le bien-être des autres. Alors que les gens qui deviennent véganes pour leur santé, c'est plutôt des gens qui vont adopter ça de manière plus progressive et qui sont un peu plus centrés sur eux-mêmes et puis qui veulent simplement bénéficier d'une meilleure santé via une alimentation spécialement meilleure voilà, pour leur santé. C'est des gens souvent qui font un peu plus de transgression. Et puis, en augmentation aujourd'hui, c'est les véganes climatiques qui sont finalement des personnes qui, dues finalement au gros coût carbone de la production, notamment de viande et des produits animaux, vont décider d'arrêter de consommer ces produits d'origine animale. Et puis ça, on sait que c'est souvent lié à un comportement éco-responsable, tout simplement. Voilà, donc ça c'est assez important de comprendre. En tout cas, nous en consultation, on doit toujours bien comprendre pourquoi est-ce que la personne est devenue végane, c'est assez important. Je vous ai mis ici quand même une slide sur l'empreinte écologique des protéines, enfin des aliments sources de protéines, parce que comme vous pouvez le constater, eh bien finalement, quand vous regardez la viande des ruminants, donc ça veut dire surtout la viande rouge, la viande de bœuf par exemple, elle a un coût carbone qui est quand même 200 fois supérieur à gramme de protéines équivalent aux légumineuses. Donc c'est vrai que quand on constate ça, on se dit quand même que pour la planète, avoir une alimentation de type végétarienne et encore plus végétalienne, c'est certainement un avantage. Et là, je vais en tout cas pas contredire. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est positif pour notre santé de se passer des aliments d'origine animale? Alors, premièrement, ce qu'on va manger en plus grande quantité, ce sont des fibres, parce qu'on mange beaucoup de légumineuses, on mange beaucoup de fruits oléagineux, on mange beaucoup finalement d'aliments qu'on a tendance, dans un régime omnivore standard, à ne pas manger en quantité suffisante. On va aussi, vu qu'on mange beaucoup de fruits et légumes, on va manger plus d'antioxydants, on va consommer plus de vitamines, plus de certains sels minéraux aussi. On va avoir évidemment plus de protéines végétales qui, on le sait, sont protectrices, plus de glucides complexes, ça c'est via surtout les céréales complètes. Et puis évidemment, on ne va pas consommer de cholestérol puisque c'est une graisse animale, on ne va pas consommer de protéines animales qui sont tous deux liées à une augmentation du risque cardiovasculaire. On va manger beaucoup moins de graisses saturées qu'on consomme en très grande quantité dans notre alimentation, qu'on ne trouve pas que dans le règne animal mais en grande quantité. Puis on va aussi souvent manger beaucoup moins de sel, puisque le sel en Suisse c'est consommé surtout sous forme de fromage et de viande transformée, de pain aussi, mais enfin voilà, si on ne mange pas de fromage et pas de viande transformée, on va évidemment manger beaucoup moins de sel, et puis on sait que ça va avoir une amélioration assez claire sur des conditions de santé, comme par exemple les maladies cardiovasculaires, qui, je le rappelle, sont ce qui tue le plus en Occident, juste avant les cancers. Donc, mangez pas tous ces nutriments-là, puis manger beaucoup de ceux-là, finalement, ça a un effet évidemment positif sur les maladies cardiovasculaires, certains cancers du tube digestif notamment, l'obésité aussi, le diabète et certains troubles digestifs. Donc, on pourrait se dire que c'est très bien et que tout le monde devrait manger végétalien. Jusque-là, on peut être d'accord. Maintenant, tout ça, c'est valable si et seulement si on a une alimentation de bonne qualité. Parce qu'on peut être vegan en mangeant des cornflakes, du jus d'orange et du coca, autant vous dire qu'on ne va pas avoir ces bénéfices de santé ou de manière évidemment beaucoup moins marquée. On doit aussi être très attentif aux carences, et puis là, je vais vous expliquer tout à l'heure quelles sont les stratégies, parce que ces stratégies, elles sont hyper importantes pour ne pas avoir de problèmes de santé qui seraient dus au déficit finalement de ces macro- et micronutriments. Donc on doit vraiment avoir des connaissances assez poussées en alimentation pour savoir comment est-ce qu'on fait
pour se passer des nutriments qu'on ne consomme pas ou qu'on consomme en quantité insuffisante quand on arrête de consommer des produits d'origine animale. Alors, qu'est-ce qu'on a comme risque de carence? Alors, je vais essayer d'aller trop dans le détail parce que c'est assez technique, mais en gros, on a un risque de carence en calcium, surtout via l'absence de produits laitiers. On va avoir un risque de carence en fer, puisque le fer est très bien absorbé dans la viande, par exemple, et dans les œufs. La carence la plus fréquente chez les véganes, mais la moins connue, c'est finalement la carence en zinc, parce qu'on ne sait pas, il y a peu de monde qui sait où se trouve le zinc. On a une carence en vitamine D qui est contenue uniquement dans les produits d'origine animale et en vitamine B12 aussi, ça c'est assez connu. Ce qu'on sait aussi moins, c'est que quand on ne mange pas d'animaux ou pas d'aliments d'origine animale, on a aussi un manque, on ne consomme pas d'acide oméga 3 à longue chaîne. Parce qu'en fait, il existe des acides oméga 3 à chaîne courte, qui sont des acides oméga 3 d'origine végétale, qu'on trouve dans le colza, dans les noix, dans l'huile de lin, etc. Mais les oméga 3 à longue chaîne, qu'on va trouver surtout dans les poissons gras, dans certains œufs ou dans certains produits laitiers, en fait, on ne va pas du tout en avoir. Puis dans une moindre mesure, on peut avoir une carence en protéines aussi, mais c'est très peu fréquent. Une carence en iode, ça c'est surtout parce qu'en fait, aux États-Unis et au Canada, on n'enrichit pas le sel de cuisine en iode, ce qu'on fait chez nous. Donc chez nous, tout le monde consomme du sel iodé en principe parce qu'il est enrichi chez nous. Donc du coup, il n'y a pas de carence chez les véganes en iode, mais il existe aux États-Unis des cas d'enfants véganes qui ont développé un goitre qui est dû finalement à une carence en iode. Donc c'est quand même assez intéressant. Voilà. Donc du coup, quelles sont les stratégies? Et puis le but n'est pas de vous faire peur quand je vous montre ça, c'est de vous montrer finalement toute l'étendue des connaissances qu'il faut avoir et toute l'étendue des complexités que ça peut provoquer de se passer des aliments d'origine animale. Donc certains légumes, comme par exemple les choux, les brocolis, etc., vont être très riches en calcium et un calcium qui est assez bien absorbé. Donc ça peut être une bonne solution. Et puis souvent aussi, dans les produits au soja enrichis, vous allez avoir du calcium. Et dans certaines eaux minérales, on va aussi trouver du calcium. Ce qui est assez intéressant de savoir, c'est que les sociétés savantes, par exemple les Suisses, les Français, les Allemands, vont recommander presque le double du calcium des Anglais. Donc pourquoi est-ce que c'est le cas en Suisse et en France? Je vous laisse un petit peu réfléchir, mais il y a peut-être quelques biais de notre industrie. Après, savoir aussi que beaucoup de nutriments, de micronutriments, et c'est le cas du calcium, du fer et du zinc, sont moins bien absorbés par notre organisme, par notre tube digestif, s'ils sont consommés en même temps que l'acide phytique et l'acide oxalique. Vous allez me dire, ça fait peur, hein, ces mots, mais c'est simplement des trucs qu'on va trouver dans les animaux d'origine végétale, et qui vont péjorer grandement l'absorption de ces micronutriments. Je reviens juste après aux stratégies pour ces trois trucs. Pour le fer, c'est important de consommer du soja, de certaines autres céréales légumineuses qui contiennent du fer, mais par contre, ce fer végétal, il faut être au courant qu'il est très mal absorbé et du coup c'est important d'en avoir de très fréquentes sources et puis de trouver des stratégies pour éviter l'acide phytique et l'acide oxalique. Savoir aussi qu'un homme omnivore a 6 fois moins besoin de fer qu'une femme végétalienne en âge de procréer. Donc les différences dans les besoins en fer sont vraiment très très importantes d'un être humain à l'autre, ce qui justifie aussi que certains véganes sont anémiques et puis certains autres ne le sont pas du tout. Donc il y a cette différence quand même qui est vraiment très importante. À titre comparatif, quand vous mangez 100 grammes de viande ou 100 grammes de pois chiches, vous avez la même quantité de fer, mais ce fer, il est 2 fois moins bien absorbé dans les pois chiches que dans la viande. Manger 100 grammes de viande, ça ne vous fait pas peur, certainement, un peu de monde. Par contre, manger 200 grammes de pois chiches, c'est quand même quelque chose qui est assez costaud, et il faut considérer ça aussi quand on doit remplir ses besoins en fer. Le zinc, qui est contenu à peu près dans les mêmes aliments, il subit aussi les mêmes problèmes d'absorption que le fer et le calcium. Et puis comment est-ce qu'on fait pour diminuer l'acide phytique et l'acide oxalique dans les aliments? Une stratégie intéressante, c'est de faire tremper les légumineuses ou les céréales ou de les faire fermenter, de les faire germer. Je peux vous garantir que ce n'est pas facile de faire ça non plus, mais c'est effectivement très efficace pour améliorer la biodisponibilité de ces micronutriments.
Puis ce qui aide aussi, c'est de les manger en même temps que de la vitamine C ou du rétinol ou de l'acide citrique ou des choses comme ça qui vont aider leur absorption. Puis ce qui va péjorer aussi leur absorption, c'est le polyphénol. Les polyphénols, c'est ce qu'on trouve par exemple dans le thé noir, dans le café, dans le vin rouge par exemple aussi. Certains médicaments, comme par exemple ceux qui réduisent l'acidité gastrique, ils vont péjorer grandement l'absorption du zinc et du fer. Et puis la supplémentation en fer, elle péjore l'absorption du zinc et vice-versa. Donc en fait, cette problématique d'absorption de ces micronutriments, elle est quand même très répandue quand on consomme que des aliments d'origine animale. Puis après, alors là je vais juste évoquer ça parce que souvent les personnes qui ne consomment pas d'aliments animaux, ils sont quand même supplémentés en vitamine D et en vitamine B12. Évidemment, c'est des vitamines qui n'existent que dans le règne animal et qui sont vraiment importantes à supplémenter. Mais ce qu'on observe, c'est que les végétariens, les végétaliens ne sont pas carencés en ces, vitamines-là, puisque en fait, ils se supplémentent, ils complémentent leur alimentation avec des suppléments sous forme de pilules. Et puis, pour les acides oméga 3 à longue chaîne, il faut savoir que quand on consomme beaucoup d'oméga 3 à chaîne courte, d'oméga 3 végétaux, en fait, on peut synthétiser une petite quantité d'oméga 3 à longue chaîne, apparemment surtout quand on est enceinte. Ça marche assez bien, voilà, on sait à peu près pourquoi. La nature est assez bien faite. Et par contre, si on consomme si on consomme beaucoup d'oméga 6 en même temps, eh bien, ça péjore l'absorption des oméga 3 et cette resynthèse d'oméga 3 à courte chaîne en oméga 3 à longue chaîne. Si ça vous paraît, moi ça me paraît déjà compliqué de faire ça, hein, donc j'imagine qu'à vous, ça doit vous faire aussi un peu peur. Voilà, donc le mot d'ordre de tout ça, c'est que avoir une alimentation avec 0 aliment d'origine animale, c'est probablement très bien en termes des conditions de santé qu'on a évoquées juste avant, mais ce n'est pas sans conséquences potentielles pour notre santé. Ça, c'est la pyramide alimentaire végane qui a été faite par un groupe de diététiciens suisses et qui est vraiment très complète. Mais on se rend compte que c'est assez compliqué parce que 3 fois par jour, il faut manger des aliments à base de soja ou à base de protéines végétales. Il faut évidemment beaucoup de fruits oléagineux. Il faut penser à faire tremper, germer, fermenter ces aliments. Et il faut aussi, comme j'avais dit, se supplémenter en B12, en vitamine D, surtout si on n'est pas beaucoup au soleil. Alors vous allez me dire, en Suisse, c'est assez compliqué d'être très souvent au soleil, surtout dans la broie. Ensuite, il faut consommer beaucoup de calcium d'origine végétale, il faut consommer beaucoup de fer, beaucoup de zinc, il faut aussi essayer de manger ça avec de la vitamine C, du rétinol, des choses comme ça. Il faut aussi éventuellement se supplémenter. Il faut consommer beaucoup d'acides gras oméga 3 d'origine végétale et pas les coupler aux oméga 6. Il faut consommer du sel enrichi en iode. Il faut être attentif à avoir suffisamment de protéines. Puis idéalement, il ne faut pas être malade, il ne faut pas être âgé, il ne faut pas être enceinte, il ne faut pas allaiter. Donc on se rend compte finalement que est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile? Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué. Il n'empêche que s'inspirer d'un mode d'alimentation qui ne contient pas d'aliments d'origine animale, c'est certainement positif pour nous, c'est pour notre santé, pour notre descendance, pour la planète, ça c'est clair aussi, mais y adhérer sans connaissances nutritionnelles poussées, ça peut être pas mal dangereux. Maintenant aussi, la chose qui est avantageuse, c'est qu'on en parle beaucoup de cette alimentation-là, puis ça fait avancer les pratiques, et je pense que c'est quand même très favorable. Une autre question que j'aime bien me poser, c'est finalement quand on dit « oui, mais attention, manger pas du tout de produits animaux, c'est dangereux, ça fait des carences », je me dis, quand on met dans la balance en termes de coûts pour la santé publique, est-ce que c'est l'excès de produits animaux ou bien est-ce que c'est le défaut de produits animaux qui coûte le plus cher? Ben voilà, vous savez aujourd'hui que ce qui coûte cher en termes de santé chez nous, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est les cancers. Et quand on regarde, quand on observe, quand on étudie les gens qui ne consomment pas d'aliments d'origine animale, eh bien ils ont beaucoup moins ces problématiques de santé-là. Peut-être qu'ils ont quelques carences, effectivement. Maintenant, la question, est-ce que c'est l'un ou l'autre qui coûte le plus cher? Je pense que j'y ai aussi déjà répondu. Mais maintenant, quand même, l'anecdote, ça veut dire si votre voisin il est vegan et puis qu'il est en très bonne santé, ce n'est pas une preuve scientifique, c'est une exception peut-être ou c'est une anecdote. Et puis en nutrition, vous voyez aussi que rien n'est blanc, rien n'est noir. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. On ne peut pas dire les protéines, les légumineuses c'est super et puis la viande c'est catastrophique. Je pense qu'il y a évidemment des avantages
et des inconvénients dans les deux. Voilà. Et après, comme j'ai dit, rien n'est plus écologique, économique et sain que la pyramide alimentaire selon la Société suisse de nutrition. Donc, vous avez compris finalement un petit peu le leitmotiv de ma présentation ce soir. Je vous laisse la surprise pour la fin. Voilà. Je voulais savoir si vous avez des questions par rapport à l'alimentation végétalienne, pardon, vegan. On va essayer de ne pas être trop long. Ouais, madame avait une question derrière. En fait, j'ai une question par rapport à la pyramide. Oui. Quand on dit on doit manger 30% ou 50% des glucides, 30% des protéines et 20% des graisses, et les pourcentages, c'est un poids ou un calorie? Non, c'est le pourcentage des calories. Et c'est plutôt 35 à 40 par les lipides, plutôt 12 à 15 par les protéines, et puis 45 à 50 par les glucides. Mais ça, c'est concrètement, ça ne veut rien dire à personne, enfin peut-être à moi, mais ça veut pas dire grand-chose. Après, ce qui est important, c'est plutôt de se dire à quelle fréquence on doit consommer tel type d'aliment, et puis c'est là, quand on est dans le concret, qu'on arrive à faire des choses peut-être un peu plus, un peu plus pratiques. Monsieur. Et qu'est-ce qu'il en est des enfants, en fait? Est-ce qu'il y aurait des parents véganes et les parents, après, qui essayent Oui. de trouver des alternatives? Ou est-ce qu'il y aurait des carences ou... Alors, il y a des besoins qui sont quand même spécifiques chez les enfants, notamment la supplémentation en vitamine D, la supplémentation en vitamine B12, elle est indispensable. On doit être beaucoup plus attentif aussi au calcium chez les enfants et au zinc. Ça veut dire que l'OMS va recommander clairement une supplémentation beaucoup plus large chez les enfants qui s'alimentent sans produits d'origine animale. Ouais. Il y a quand même des cas, alors maintenant peut-être qu'on en parle un peu moins, mais il y a quand même des cas de décès. Alors c'est assez peu fréquent quand même, hein, mais on en a pas mal parlé chez des parents qui donnaient aucun produit d'origine animale à leurs enfants. Ouais. Ouais, c'est pas anodin, donc ça veut dire que se priver complètement d'aliments pour un omnivore, eh bien, ça peut provoquer des carences et qui peuvent aller jusqu'à des conséquences assez dramatiques. Ouais. Voilà. On va parler d'un truc plus positif, si ça vous va. On va parler du microbiote. Donc l'alimentation et le microbiote, c'est un truc dont on parle beaucoup aujourd'hui, et je trouvais que ça faisait une très bonne conclusion. Alors je vais juste vous expliquer un peu ce que c'est le microbiote, comment est-ce qu'on fait pour favoriser un bon, comment est-ce qu'on fait pour avoir un bon microbiote, quels sont les aliments qui provoquent un mauvais microbiote, et puis quels sont ses impacts pour la santé. Alors maintenant, le microbiote, qu'est-ce que c'est? C'est les bactéries et les micro-organismes qui sont dans notre tube digestif. C'est ce qu'on appelle aussi la flore intestinale. Et puis, il faut savoir qu'il y a certaines bactéries et certains micro-organismes qui sont très favorables pour notre santé et qui forment un bon microbiote. Par exemple, les bifidobactéries, je suis sûr que vous en avez entendu parler, hein, du bifidus. Et puis certaines autres qui sont plutôt défavorables parce qu'elles favorisent l'inflammation. Là, on parle par exemple de la famille des Clostridium. Quand on parle, ce que je n'ai pas dit, mais c'est écrit, quand on parle des bactéries favorables, c'est des bactéries qui sont plutôt anti-inflammatoires, donc qui luttent contre l'inflammation dans notre corps. Plus on a de bactéries de bonne qualité et plus on a une diversité de bactéries et de micro-organismes importants dans notre tube digestif, plus on peut dire qu'on a un microbiote de bonne qualité. Quand on observe le microbiote des peuplades, il y a une peuplade, je ne sais plus laquelle, qui a un microbiote de qualité extraordinaire, bon après, qui vit d'une manière un peu spécifique aussi, on observe en fait une variété de bactéries qui est vraiment très très étendue, beaucoup plus que la nôtre. Il faut savoir aussi que le microbiote, il est influencé par notre type de naissance. Ça, vous en avez déjà peut-être entendu parler, quand on naît par voie basse, on a aussi un meilleur microbiote à la base que quand on est par césarienne. Évidemment, le contact qu'on a au quotidien avec les germes, ça va aussi en fait influencer notre microbiote, notre profil génétique aussi, si on a consommé beaucoup d'antibiotiques ou pas dans notre vie, et évidemment l'alimentation, sinon je ne serais pas là. Maintenant, un bon ou un mauvais microbiote, qu'est-ce que ça fait ? Je vais pas aller en détail là-dedans, mais ce qui est le plus étudié et ce qu'on connaît le plus, c'est que quand on a un microbiote de bonne qualité, en fait, on va avoir une protection immunitaire renforcée. En gros, il faut imaginer que notre tube digestif, c'est presque quelque chose qui est à l'extérieur de nous, si vous voulez bien. C'est un tube comme ça, puis nous, on entoure ce tube. Donc tout ce qui est à l'intérieur de ce tube digestif,
Au fond, c'est bien qu'il y a des trucs qui rentrent, hein, comme les micronutriments, etc. Mais c'est bien qu'il y ait des trucs qui ne rentrent pas, comme certaines bactéries, par exemple, qui sont plutôt mauvaises pour pour notre santé. Et donc, du coup, si on a beaucoup de bactéries de bonne qualité dans notre microbiote, on a cette barrière contre des potentiels agresseurs, qui sont des virus, etc., qui est largement renforcée. Donc, pour notre système immunitaire, c'est une barrière très importante. On sait aussi que quand on a beaucoup de bonnes bactéries dans notre tube digestif, notre corps dépense beaucoup plus d'énergie à digérer, et donc du coup, ça peut être une bonne protection contre la prise de poids. Et on observe clairement chez les gens qui sont en surpoids un microbiote de mauvaise qualité, ce qu'on appelle une dysbiose, qu'on ne va pas trouver chez des gens qui ont plutôt un poids sain, ou qu'on va en tout cas moins trouver. Ce qu'on voit aussi, c'est que quand on a un meilleur microbiote, on a souvent, c'est peu fréquent que quelqu'un qui a un côlon irritable ou une maladie de Crohn ou une rectocolite ait un microbiote de bonne qualité. Et cette relation-là, elle est très très étudiée aujourd'hui. Gestion du poids, diabète, je vous en ai parlé. Et il y a aussi cet aspect du troisième cerveau, je suis sûr, deuxième cerveau, troisième cerveau. Je suis sûr que vous en avez entendu parler, que notre intestin est notre deuxième cerveau parce qu'on observe chez les gens dépressifs et anxieux un microbiote qui est altéré. Donc ça, c'est tous les domaines en fait qui nous poussent à penser qu'un microbiote un microbiote de bonne qualité influence très positivement notre santé. Maintenant, quels sont les aliments qui influencent positivement notre microbiote? Alors vous avez les fruits et les légumes, les soupes en particulier, c'est l'association d'eau, de fibres et de vitamines précisément, dans les études qui nous montrent ça. Les aliments à index glycémique bas, ça veut dire les aliments qui vont faire monter la glycémie plutôt lentement, c'est souvent les aliments riches en fibres, et tout ce qui est fermenté, comme par exemple les yogourts, la choucroute, le kéfir, le kimchi, des choses comme ça qui ont démontré un effet très positif sur le microbiote. Et puis, il semble que le fait de manger beaucoup de viande blanche, enfin plus de viande blanche que de viande rouge, soit aussi associé à un microbiote de bonne qualité. Et puis dans le sens contraire, qu'est-ce qui favorise une dysbiose? Alors c'est le saccharose, donc ça veut dire le sucre blanc ou le sucre de table, comme on a évoqué tout à l'heure. Les céréales sucrées, donc les céréales du petit déjeuner, ça apparemment c'est vraiment quelque chose qui est associé à un mauvais microbiote, tout comme les aliments à index glycémique élevé et les graisses saturées. Donc pour faire simple, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un microbiote de bonne qualité? Il faut manger beaucoup de fibres, beaucoup plus que ce qu'on mange aujourd'hui, qui sont contenus dans les fruits et légumes, les céréales complètes, les légumineuses, les fruits oléagineux. Il faut manger moins de sucre raffiné, ce sucre libre, et de céréales raffinées. Céréales raffinées, ce n'est pas que les céréales du petit déjeuner, c'est aussi le pain blanc, les pâtes blanches, le riz blanc. Donc ça, c'est quand même quelque chose dont il faudrait se passer un peu. Il faut essayer de manger des bonnes graisses, donc plutôt des graisses insaturées, végétales, que des graisses saturées, des produits fermentés, et puis diminuer sa consommation de viande rouge et surtout de viande transformée. La viande transformée, c'est saucisses, salami, cervelas, etc. C'est ce genre de produits-là. Je ne vais pas tellement avoir le temps, mais on pourra y revenir si vous voulez, de vous développer cette image qu'on avait réalisée ici à l'hôpital dans un autre cadre, mais que je trouvais assez bien faite, qui démontre en fait comment est-ce qu'on peut manger 30 grammes de fibres dans une journée, mais en gros c'est avec des céréales complètes, avec des légumineuses, avec 5 fruits et légumes par jour, et puis avec des fruits oléagineux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en Suisse? Et j'en arrive gentiment à la conclusion de ma présentation. En Suisse, on mange 2,3 fruits et légumes en moyenne par jour, alors qu'on devrait en manger 5. On mange à peu près 10 grammes de fibres par jour, alors qu'on devrait en manger 30. On mange un quart des graisses sous forme saturée, alors que ça devrait être que 10. On mange 5 fois par semaine de la viande rouge, alors qu'il faudrait en manger que 200 grammes par semaine. On mange 6 fois trop de viande transformée. On mange à peu près 2 fois et demi trop de sucre raffiné. Et puis on mange beaucoup de produits laitiers gras, comme le fromage, et pas assez de produits laitiers maigres, comme par exemple les yogourts, le céré maigre ou le lait. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour avoir un bon microbiote, il faut manger beaucoup de fibres, qu'il y a beaucoup de recherches en cours, et que, évidemment, avoir un bon microbiote, ça semble être très protecteur, et que le modifier, ça prend de nombreuses années, et surtout que ça correspond encore une fois à notre alimentation selon la Société suisse de nutrition.
Donc avant de me poser des questions sur le microbiote, je voulais faire la conclusion de cette présentation en disant que le mangeur 2022, c'est un mangeur qui ne va pas éviter toutes les formes de glucides comme dans le régime cétogène, mais qui va connaître peut-être les fournisseurs de mauvais sucres et limiter un petit peu ces sucres-là. Il ne va pas se restreindre systématiquement, quand on parle du jeûne intermittent par exemple, mais il va peut-être apprendre à connaître et à respecter ses sensations alimentaires. Il ne va pas exclure tous les aliments d'origine animale, mais par contre, peut-être qu'il va être un peu plus éco-responsable dans ses choix alimentaires. Il ne va pas manger pour nourrir ses bactéries ou pour cultiver un bon microbiote, mais il va suivre les recommandations des sociétés savantes en vigueur, et puis il va peut-être aussi un peu mieux comprendre pourquoi est-ce que ces dernières sont édictées. Voilà, merci pour votre présentation, pour votre attention. Et alors j'ai fusé un petit peu sur la fin, mais comme ça on a fini à l'heure, et puis évidemment j'ai encore quelques minutes pour vos questions. Ah, alors la présentation sur Facebook, je pense qu'elle sera mise après, parce qu'il faut la monter d'abord. Exactement, elle est filmée maintenant, elle sera diffusée plus tard. Non, non, mais je veux avoir un droit de regard, hein, vous croyez quoi? J'en ai aucune idée, mais c'est sur le Facebook, il faut taper hôpital HFR et puis vous allez trouver, je pense. Exactement, sur Hôpital Fribourgeois, sur Facebook, dans le moteur de recherche de Facebook, et sur Instagram, pareil, Hôpital Fribourgeois. Que pensez-vous des lectines qui se trouvent dans les noix de cajou et dans les courges, les melons, etc. Alors, pour le microbiote, ou pour les intestins, pardon. Alors, c'est pas un domaine que j'ai étudié. Maintenant, il y a dans tous les aliments, mais ça c'est une réponse un petit peu globale, dans tous les aliments, vous pouvez avoir des choses qui sont, quand elles sont consommées en trop grande quantité, positives ou négatives. Enfin, là, on parle plutôt d'aspect positif, si j'ai bien compris. Hein. Plutôt négatif. Ok. Ce que j'ai lu. Ouais. Alors, sérieusement, je ne vais pas être capable de répondre à votre question. Et moi, je pense surtout que quand on considère que certaines choses sont très positives, on a parfois tendance à en manger en très grande quantité. Et les aspects négatifs de cet aliment vont peut-être trop ressortir aussi. Donc, c'est souvent le cas en alimentation. C'est ni tout blanc ni tout noir. Et puis, c'est souvent, ça dépend. Et c'est souvent, il faut en manger de manière raisonnée et de manière régulière. Voilà. C'est ce que je peux vous répondre. Mais si, je me renseigne volontiers et puis on en discute volontiers. Ouais. J'ai lu les livres du Dr. Gundry, c'est pour ça que... Ok, ça me dit rien. Désolé. C'est un René prêtre américain. Ok, voilà. Qui s'est converti dans la... Il a arrêté la chirurgie cardiaque des enfants pour se convertir, pour se soigner lui-même déjà, pour comprendre pourquoi il était malade. Ok, alors moi je dois dire une chose pour conclure simplement pour cet aspect-là, c'est que les choses miracles, ça n'existe pas tellement. Sinon ça se saurait quand même depuis longtemps. Vous avez dit avant de recherche scientifique. Probablement aussi, ouais. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, si possible, auxquelles je suis capable de répondre? Alors, merci pour la présentation. Pourriez-vous peut-être nous dire un peu quelle est votre alimentation, si ce n'est pas privé, mais une journée typique chez vous? Moi, je crois que je mange comme ça à peu près. Je ne suis pas payé par la Société suisse de nutrition, c'est vous qui la payez, hein, la Société suisse de nutrition, qui finalement finance des recommandations qui sont édictées par les études scientifiques les plus abouties. Maintenant, moi, ce n'est pas du tout privé. Moi, j'ai une alimentation qui, en fait, malheureusement, est assez basique et ressemble à ça. Mais je pense qu'effectivement, je mange 5 fruits et légumes par jour. Je mange de la viande rouge peut-être une fois par semaine. Voilà, qu'est-ce qu'il faut dire? Des protéines, si possible, végétales. J'essaie de manger beaucoup de fibres. Parce qu'évidemment, quand je m'enrichis de toutes ces études, je me dis quand même que ce n'est pas pour rien. Et voilà, je pense que j'ai une alimentation qui, j'essaye, ressemble plus à ça, mais qui comporte évidemment aussi énormément de plaisir. Et puis, je crois que c'est aussi ça qu'il faut retenir. C'est qu'on ne mange pas seulement pour nourrir son microbiote ou quoi, on mange aussi pour se faire plaisir, mais qu'une alimentation équilibrée, ça peut tout à fait être plaisant et puis voilà, comporter aussi quelques exceptions évidemment.
Il y a un monsieur qui dit que je suis une exception. Ah, pardon. Non, mais c'est pas grave. L'eau minérale, vous entendez quoi? L'eau minérale, donc il y a certaines eaux minérales qui sont riches en calcium, par exemple Eptinger ou Valzer ou Adelbodner, Farmer, sont j'allais dire des huiles, sont des eaux minérales qui contiennent une quantité de calcium suffisamment importante pour délivrer une quantité très significative de calcium et peuvent remplacer pour le coup certains produits laitiers. L'eau du robinet? À Fribourg, elle est pas mal calcaire, effectivement, donc il y a pas mal de calcium, ouais. C'est peut-être pas bon pour les appareils électroménagers, mais c'est bon pour nous. Ouais. Oui. Pourquoi mange-t-on si mal aujourd'hui avec toutes les connaissances que... Vous avez 2 heures devant vous, là. Alors, pourquoi est-ce qu'on mange mal? Il y a 40 ans de cela, ma mère, en fait, préparait, selon votre dernier schéma, elle préparait à manger, selon votre dernier schéma. Là. Bah, alors, je pense que... Et donc, elle n'avait pas suivi des cours, je pense, elle ne lisait pas, très peu. Donc, oui. Alors, ce qui est vrai, c'est que quand j'interroge, par exemple, mes parents me disent que quand ils étaient enfants, la viande, par exemple, c'était quelque chose qui était tellement cher et tellement rare que c'était consommé plutôt une fois par semaine. Puis ils consommaient plutôt des œufs parce qu'ils avaient des poules, par exemple. Et puis les légumes, bah, ils en débordaient au jardin et puis c'était gratuit. Enfin, c'était gratuit, c'est vite dit, hein, mais enfin, ça coûtait que du travail. Les fruits, ils les récoltaient. Donc ils avaient cette alimentation peut-être un peu plus monotone, mais bien évidemment dictée par le terroir aussi. Et puis une alimentation qui était pas influencée par l'industrie alimentaire. Et puis après, bah, quand l'industrie alimentaire est venue proposer des choses toutes faites, où on n'avait plus besoin de consacrer du temps à s'alimenter, bah, à cuisiner, pardon, on a trouvé ça super, mais en attendant, c'est clair que ça a comporté beaucoup d'éléments négatifs pour notre santé, ça c'est clair aussi, ouais. Après, pourquoi est-ce qu'on mange si mal? Je pense que l'industrie, ça y répond, mais aussi le fait que la viande soit plus un produit qui soit suffisamment rare. Voilà, tous ces éléments-là répondent à cette question aussi, je pense, ouais. Monsieur a une question devant là, ouais. À cause de l'alimentation cétogène, oui. J'avais aussi entendu dire avec l'expérience sur les enfants, ils se posaient la question sur les personnes âgées en lien avec Alzheimer, la démence, si ça pouvait... c'est contraignant, mais est-ce que c'est quelque chose qui était entre guillemets intéressant? Alors effectivement, ça je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'il y a des recherches en cours aussi, enfin il y a eu des recherches par rapport à ça, mais le problème c'est que, alors je ne l'ai pas dit ici, mais faire des études sur l'alimentation, c'est extrêmement compliqué. Par exemple, quand je vous parlais du jeûne et puis du cancer du sein, bah en fait, il faut savoir que dans l'étude la plus sérieuse qui est sortie là-dedans, qui a montré des bons résultats, il s'est avéré que 80% des femmes ont dû être exclues de l'étude parce qu'elles n'ont pas réussi à maintenir ce jeûne. Parce que c'est difficile. Mais en fait, une personne âgée qui a Alzheimer, je ne sais pas si c'est ça l'idée, mais est-ce qu'on veut la priver de glucides? Complètement. Et, bah voilà, il y a aussi une question qu'on doit avoir par rapport à ça. Puis comment est-ce qu'on fait pour dire c'est absolument ça qui a marché? On n'est pas capable de faire ça aujourd'hui. Puis maintenant, voilà, je pense que l'alimentation, elle doit s'approcher quand même de quelque chose qui est normal et qui est sain en prévention. Puis après, quand on est malade, quand on a un cancer, quand on a une maladie d'Alzheimer, bien peut-être qu'on doit aussi remettre certaines prétentions à la baisse. Voilà, peut-être. Mais au niveau de ces recherches-là, je dois dire que jamais lu quelque chose de concluant. Par contre, en prévention de la maladie d'Alzheimer, l'alimentation selon la Société suisse de nutrition est celle qui fonctionne le mieux, effectivement. Madame derrière, oui. Est-ce que ça a du sens de prendre des compléments alimentaires protéinés pour éviter la perte musculaire liée à l'âge? Si et seulement si il y a une activité physique suffisante avec. Ça veut dire que manger beaucoup de protéines et puis rester sur son canapé, en principe, ça va pas faire développer la masse musculaire. Et puis, bah, si vous consommez ces protéines en trop, ça veut dire si votre corps ne sait pas qu'en faire, il va aussi les transformer en graisse. Par contre, si on ne consomme pas du tout d'autres protéines, et puis qu'on a, enfin pas du tout par exemple de viande ou pas du tout de poisson, comme c'est le cas chez certains patients dénutris, à ce moment-là, des supplémentations en protéines peuvent faire du sens. Mais dépasser la quantité qui est recommandée, ça n'a pas d'effet.
Ça répond à votre question. Mais le corps va transformer les protéines en graisse. Bien Vous sûr. pouvez m'expliquer ça? Alors, c'est-à-dire que des protéines ou des glucides, c'est assez proche chimiquement. La seule différence, c'est qu'il y a de l'azote. Puis en fait, quand vous mangez trop de protéines, eh bien en fait, on va recycler l'azote dans les urines. Et puis après, le foie, il va fabriquer finalement des réserves avec ça. Et la seule chose qu'il sache faire, notre organisme, quand il a trop de calories, il les met de côté. Bien heureusement, c'est comme ça qu'on a survécu. Et en fait, la seule manière qu'il a de faire ça, de mettre l'énergie de côté, c'est sous forme de graisse. Ok. Malheureusement. Pour des raisons d'éthique, je mange rarement de la viande. Par contre, je remplace par des œufs, que je trouve que c'est un processus naturel chez la poule. Donc voilà. Est-ce que c'est mauvais de manger des œufs tous les jours? Et combien d'œufs je peux manger par jour? J'aime beaucoup cette question. Puis effectivement, les œufs, on a souvent dit, il ne faut pas manger plus que 4 œufs par semaine, sinon ça favorise le cholestérol. C'est pas vrai. En fait, c'est vraiment pas vrai. Donc les œufs, c'est vraiment une alternative de choix et probablement la meilleure alternative à la viande. Donc probablement qu'on aurait beaucoup moins de maladies cardiovasculaires si les gens mangeaient des œufs tous les jours par rapport à manger de la viande rouge tous les jours. Ouais. Donc ça veut dire, alors après la quantité, encore une fois, je vous dis en nutrition, on ne peut jamais dire oui ou non, c'est jamais blanc, c'est jamais noir, ça dépend de qu'est-ce qu'on mange à côté. Mais tous les jours, avoir une source de protéines animales, ce n'est pas forcément nécessaire. Donc si vous mangez des œufs, par exemple, 4 fois par semaine, du poisson 1 fois par semaine et des produits laitiers tous les jours, c'est tout à fait suffisant en termes de protéines. Ça vous apporte des acides gras de bonne qualité aussi, ça vous apporte du zinc, ça vous apporte de la vitamine B12 et du coup, vous n'avez pas de supplémentation nécessaire. Donc c'est peut-être ce que je n'ai pas dit, c'est qu'être végétarien, ça veut dire ne pas consommer d'animal en soi, a beaucoup moins de risque de carence que le fait de se priver d'aliments d'origine animale à 100%. Donc, d'en manger 3 par jour, c'est raisonnable? Moi, ça ne me ferait pas peur en tous les cas. Ça dépend après, peut-être, si vous êtes suivi, à voir si vous n'avez pas de soucis associés à ça. Mais nutritionnellement parlant, je ne verrais pas de problématique majeure à ça. Okay. Il y a peut-être un gros apport de cholestérol. C'est pour ça, en fait, qu'on a souvent décrit les œufs, parce que c'est l'aliment qui contient le plus de cholestérol. Mais au fond, on sait que le cholestérol de notre organisme, à 80% à peu près, c'est celui qu'on fabrique soi-même. D'accord ? Donc au fond, le cholestérol exogène, ce n'est pas celui qui représente la plus grande proportion. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Madame encore avait une question là. Vous avez dit qu'on peut prendre des suppléments avec de la vitamine D et de la vitamine B12 d'origine animale. Mais ce n'est pas un peu contradictoire par rapport... Alors la vitamine D, elle n'est pas d'origine animale, elle est en fait synthétisée. La vitamine B12, par contre, elle est effectivement d'origine animale la plupart du temps. Est-ce que c'est contradictoire? C'est un grand débat. Ouais, c'est difficile de répondre à cette question. Mais ce qu'on sait, c'est que la vitamine B12, parce qu'on trouve des formes de vitamine B12 végétales, en fait, elles ne sont pas du tout absorbées par notre tube digestif. Voilà. Ok, alors merci beaucoup pour votre attention et puis votre participation. C'était un grand plaisir de parler de ça avec vous. On aimerait pouvoir en parler encore longtemps, mais je crois que voilà, le message prioritaire, j'espère qu'il est passé, puis j'espère que j'ai pu au minimum vous convaincre un petit peu. Et je vous souhaite un bon retour chez vous. N'oubliez pas que ça se passe par les urgences et puis pas par l'entrée principale. Et puis voilà, une toute bonne soirée à tout le monde. Merci.